Voici venue l'heure de l'actualité parlementaire et politique. Savary avec les titres de cette actualité ce matin. Bonjour à tous. Le débat sur les 80 km/h de retour au Sénat, c'est dans le cadre du projet de loi sur les mobilités que le sujet revient sur la table. Les sénateurs proposent de s'en remettre au président du conseil départemental ou au préfet. Autre sujet évoqué dans les débats aujourd'hui, les trottinettes électriques et le covoiturage. Le retour au calme entre le Sénat et l'exécutif. Édouard Philippe est attendu tout à l'heure pour la séance de questions d'actualité. Gérard Larcher, lui aussi, joue la carte de l'apaisement, même si le président du Sénat assume la décision des sénateurs dans l'affaire Benalla. Nous l'avons suivi lors d'un déplacement. La suite de la visite du président chinois en France. Après un grand dîner d'État à l'Élysée hier soir, Xi Jinping est attendu cet après-midi au Sénat. Il sera reçu à la présidence. Au menu des discussions, le partenariat stratégique global qui lie la France et la Chine. Le débat sur les 80 km/h de retour au Sénat, c'est dans le cadre du projet de loi sur les mobilités que le sujet revient sur la table. Les sénateurs proposent que ce soit le président du conseil départemental ou encore le préfet qui fixe la vitesse maximale sur les routes secondaires. Autre sujet évoqué dans les débats aujourd'hui, les trottinettes électriques et le covoiturage. Alizé Boissin. Nouvelle semaine et nouveau point de tension entre le Sénat et le gouvernement sur la loi mobilité. L'occasion pour les sénateurs de revenir à charge sur un vieux dossier, l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. 76% des Français sont opposés à cette mesure. Et dans les 76%, il y a des gens des villes et des gens des champs. Et que l'ADF, l'Association des départements de France, est également opposée, on les a auditionnés, à cette mesure. Porté par Michel Raison, un amendement propose de donner le pouvoir de fixer la vitesse maximale autorisée sur ces routes nationales au président du conseil départemental ou au préfet. De son côté, Emmanuel Macron a profité du grand débat pour ouvrir la porte de la discussion tout en restant ferme. Il y a des propositions qui ont été faites par le gouvernement. On voit bien qu'il y a une bronca. Est-ce qu'il faut dire qu'il faut tout arrêter? Franchement, non, parce que je ne pourrais pas regarder les familles d'accidentés de la route dans les yeux si je vous disais ça pour vous faire plaisir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit mieux accepté, plus intelligent? Sans doute oui. Autre sujet sur la table, l'encadrement des nouvelles mobilités, comme les trottinettes électriques. Les sénateurs veulent armer les collectivités face à leur prolifération. La Chambre haute devrait également étudier diverses dispositions pour le développement des mobilités vertes et partagées, comme le covoiturage. Voilà, dans un instant, le face-à-face, on s'y retrouve. Bonjour Jean Sol, vous êtes sénateur LR des Pyrénées-Orientales et merci d'être présent sur ce plateau ce matin pour le face-à-face. Bonjour Jean Sol, nous allons parler avec vous du texte qui est examiné en séance aujourd'hui, c'est le projet de loi sur les mobilités et notamment en ce qui concerne les passages à niveau, la sécurisation de ces passages à niveau. Vous avez déposé des amendements là-dessus. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour sécuriser les passages à niveau de nos routes ? Tout à fait. Donc bonjour déjà, bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Très heureux d'être parmi vous ce matin. Alors il est vrai que suite au dramatique accident de Millas que nous avons vécu dans notre département le 14 décembre, il y a un peu plus d'un an aujourd'hui, qui a vu la collision d'un bus avec un train à hauteur d'un passage à niveau et qui malheureusement a débouché sur le décès de 6 enfants, de 6 petits anges et de 14 ou 15 blessés. Je me suis dit, face à ce dramatique accident, toi en tant que parlementaire, que peux-tu faire pour que ce type de drame n'arrive donc jamais plus, compte tenu bien évidemment, vous pouvez l'imaginer, de l'émoi bien évidemment des parents, des familles endeuillées à jamais, des élus que nous sommes, mais aussi de toute la population de ce département, des forces de l'ordre, des pompiers, des équipes médicales et paramédicales qui se sont portées très très rapidement sur les lieux pour porter secours aux enfants qui pouvaient l'être encore. J'ai donc décidé de déposer ce projet de loi qui visait à sécuriser, à améliorer en tout cas la sécurisation des passages à niveau. Ce qui est terrible, effectivement, je vous interromps une seconde pour que le téléspectateur comprenne bien, ce qui est terrible, ce sont les chiffres. En France, chaque année, le nombre de décès sur ces passages à niveau, il augmente, alors que le nombre de morts sur les routes diminue. Sur les passages à niveau, ça augmente. Il y a eu 25 morts en 2014, 42 en 2017. Et c'est là où on s'interroge, parce qu'on se dit normalement, comment se fait-il que la sécurisation de ces passages à niveau ne progresse pas ?
Alors effectivement, il y a eu quelques mesures de prise en matière d'amélioration de la sécurisation, mais preuve en est qu'elles sont insuffisantes, puisqu'effectivement, encore l'année dernière, il y a eu plus de 40 décès à hauteur de ces passages à niveau, ce qui veut dire que ce sont quand même des lieux accidentogènes et sur lesquels il faut effectivement se pencher. C'était donc, si vous voulez, l'objet de ma proposition de loi, qui comportait 2 articles. Aujourd'hui, que j'ai décidé, si vous voulez, d'intégrer dans la loi orientation et mobilité à l'article 33, pour lui donner plus de force, bien Alors, évidemment. qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Alors, il y a en fait 3 articles. Le premier vise à garantir, d'une part, que les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires mettent à disposition des opérateurs GPS les données relatives à la localisation, si vous voulez, de ces passages à niveau, et d'autre part, permettre donc aux opérateurs, bien évidemment, de transmettre ces informations aux usagers de la route. Ça, si vous voulez, c'est une première idée. La seconde vise à équiper les véhicules de transport donc, en commun, notamment d'un GPS qui permet donc d'informer les conducteurs de la localisation d'un passage à niveau et donc d'adapter leur comportement et d'augmenter, si vous voulez, leur vigilance à l'approche de la localisation et de la traversée de ces passages à niveau. D'un dispositif d'alerte dans les véhicules, c'est ça, dans les cars scolaires. Tout à fait, c'était l'idée. Et la troisième chose qui sera intégrée donc, dans ce projet de loi au niveau de l'article 33, c'est de faire en sorte qu'un diagnostic, une sorte d'état des lieux, un diagnostic soit désormais obligatoire, conduit à la fois par le gestionnaire de voirie et le gestionnaire ferroviaire, qui mettent en évidence, si vous voulez, les facteurs de risque, qui puissent déboucher, bien évidemment, sur des mesures sécuritaires et au final, sur un certain nombre d'aménagements. En tout cas, c'est l'objet de ce 3e amendement qui sera intégré dans cette proposition de loi. Amendements, si vous voulez, qui ont été bien évidemment acceptés par la commission des lois. C'est précisément ma question. Quelles sont les chances pour que ces propositions très concrètes que vous faites aujourd'hui pour sécuriser les passages à niveau, quelles sont les chances qu'elles soient votées aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont acceptées déjà par le gouvernement? Est-ce qu'elles vont donc être votées? Alors, je ne sais pas, moi, si elles seront votées. En tout cas, c'est le vœu que je forme aujourd'hui parce qu'il me semble que c'est un sujet transpartisan et que l'ensemble de mes collègues sur tous les bancs de l'Assemblée, bien évidemment, voteront favorablement, en tout cas, ce texte. C'est la commission, si vous voulez, de l'aménagement du territoire et du développement durable qui va les porter, qui les a intégrés, qui ont été votés à l'unanimité au sein de cette commission. Donc, j'ose espérer que Madame la Ministre sera bien évidemment réceptive à ces mesures sécuritaires, auxquelles bien évidemment aujourd'hui nous pourrions en ajouter bien d'autres, puisque si vous voulez ça a été le point de départ, mais nous avons réfléchi, nous avons fait du benchmark, et il y a d'autres mesures type des caméras de vidéosurveillance, si vous voulez, qui pourraient être à mon avis intéressantes à titre dissuasif et préventif. Nous avons des capteurs, si vous voulez, de contrôle de fermeture de ces barrières. Nous avons la signalétique, on voit aujourd'hui des feux qui pourraient être renforcés, dont la lisibilité pourrait être renforcée avec des lampes LED par exemple. Et puis j'ai pensé aussi à une idée en direction des auto-écoles pour sensibiliser les jeunes conducteurs à l'approche de ces passages à niveau. On le voit, toute une batterie de mesures. Nous suivrons ça aujourd'hui en séance. Dans le reste de l'actualité, Jean-Sol, vous restez avec nous. Il y a aussi la fin, bien sûr, du grand débat. Emmanuel Macron sera de retour sur le terrain jeudi. Nous avons suivi 70 jeunes tirés au sort qui ont travaillé justement sur les thèmes du grand débat national. C'était la seule rencontre citoyenne organisée uniquement avec des jeunes. C'est un reportage d'Alizé Boissin et de Samia Dechir. Ils ont reçu un simple SMS. La plupart d'entre eux n'avaient jamais entendu parler du grand débat national avant d'avoir été invités à cette conférence nationale citoyenne. 70 participants de 18 à 25 ans venus de toute la France ont accepté de débattre pendant 2 jours près de Aix-en-Provence. Parmi les thèmes proposés du débat, un fait consensus, celui de la transition écologique. Après avoir confronté leurs idées, les jeunes font des propositions pour faire avancer la société.
C'est-à-dire que dans le bloc de constitutionnalité, il y a tout un tas d'articles qui sont pour l'écologie, pour la transition écologique, mais qui n'ont pas force normative. C'est-à-dire que, grosso modo, si on ne les applique pas, il n'y a aucune conséquence. Donc nous, notre but, ça serait justement que des conséquences contraignantes viennent vraiment imposer les grands groupes et l'État à agir sur la transition écologique. On a eu l'idée du parcours climat. Donc en fait, ça nous est venu en voyant le parcours citoyenneté qui existe déjà, qui est tout au long du parcours scolaire pour s'initier à l'éducation civique, aux institutions de la France. On a voulu, à partir de ce constat, et se dire pourquoi pas faire ça pour l'environnement. Du coup, l'idée, c'est dès l'école primaire, voire l'école maternelle, proposer dans les différents enseignements qu'on peut avoir, que ce soit en sciences, que ce soit en lettres ou en histoire, des liens avec l'environnement, avec l'état du climat actuel. Jean-Paul Bailly, l'un des 5 garants à observer les échanges et s'enthousiasme de leur engagement. Je trouve les jeunes très optimistes par rapport au contexte que l'on vit et aussi très ouverts. Ils sont clairement beaucoup plus inspirés que les plus âgés sur la problématique de la transition énergétique ou écologique. Ils n'aiment pas le mot de transition d'ailleurs, ils veulent vraiment construire un monde durable plus écologique et là-dessus ils sont plus à l'aise. Soumise à un vote des participants, l'instauration d'un cadre légal et contraignant pour la transition écologique recueille les honneurs et se place comme la proposition jugée la plus urgente. La restitution au gouvernement aura lieu courant avril. Jean-Sol, quel est votre sentiment alors qu'on vit la fin du grand débat national? On le voit, il a plutôt grandement intéressé les Français. Comment chez vous, ça a été vécu dans les Pyrénées-Orientales? Est-ce que vos concitoyens également ont été intéressés, ont participé au débat? Effectivement, comme dans la majorité et la plupart des départements en France, au sein de notre département, les administrés, nos concitoyens ont bien évidemment participé à ce débat. Moi, je suis très heureux aujourd'hui de constater, en tout cas au niveau de ce reportage, cet engagement des jeunes qui fait défaut aujourd'hui dans notre société, particulièrement en France, et qui soit force de proposition. J'en suis très très heureux et je m'en félicite. Et je les invite à aller encore plus loin, si vous voulez, dans ces propositions. Moi, je suis un petit peu surpris qu'ils évoquent la transition, si vous voulez, énergétique. Je suis un petit peu surpris, mais ça viendra sûrement un peu plus tard dans leurs débats et leurs propositions, qu'ils n'évoquent pas la question de l'emploi qui est aujourd'hui quand même une grande problématique pour nos jeunes. Très rapidement, rétrospectivement, est-ce que vous avez compris cette colère, cette crise des Gilets jaunes dans laquelle les Français, alors plus maintenant, mais au début en tout cas, se sont beaucoup reconnus? Bien évidemment, moi j'entends cette colère qui grondait, il faut le dire, qui n'est pas arrivée simplement, qui n'a pas émergé il y a quelques mois, mais plutôt je crois qu'elle gronde depuis de nombreuses années et qu'aujourd'hui, elle est arrivée à un niveau insupportable pour nos administrés. Alors, si j'entends, si vous voulez, effectivement, cette colère et l'expression, je souhaite quand même que cette expression soit encore une fois force de propositions concrètes, constructives pour aller de l'avant d'une part. Par contre, ce que je ne cautionne pas, si vous voulez, c'est tous les débordements qu'il y a eu en France et en particulier donc à Paris et dans les grandes villes, parce que je crois qu'au final, ça aura un coût. Et au lieu d'augmenter le pouvoir d'achat qui est revendiqué par nos administrés, ça risque effectivement de le baisser. Jean-Sol, c'est mon point de vue. Jean-Sol, vous venez d'un territoire où le rugby est une passion. Vous êtes vous-même ancien rugbyman. Vous avez été également directeur de soins hospitaliers à Perpignan. J'ai une question à vous poser, justement, avec cette double passion que vous avez eue de soigner les gens et en même temps d'être vous-même rugbyman. Est-ce que le rugby n'est-il pas devenu trop frontal? Est-ce qu'il ne faut pas changer les règles du rugby en contraignant notamment les joueurs à plaquer en dessous de la ceinture, comme la fédération est en train d'y réfléchir? Est-ce que la sécurité du joueur de rugby n'est pas, au fond, l'essentiel, la priorité? Bien évidemment, la sécurité du joueur est essentielle et je crois qu'il y a un travail de fond à faire. Bon, il y a déjà pas mal de choses quand même qui se font au niveau de la fédération et dans nos clubs, au niveau de l'éducation et de l'accompagnement des jeunes joueurs. Moi, je pense que cette sécurité doit être appréhendée dès les écoles de rugby et en montant, bien évidemment, pour les catégories cadets, juniors, seniors,
pour éviter ces risques. Moi, j'ai pratiqué un rugby, si vous voulez, à une époque où ces règles-là étaient un petit peu mises de côté, où malheureusement l'on se blessait, et puis le dimanche d'après, l'on rejouait. Donc je pense effectivement que le rugby, en termes de contact, et vous l'avez précisé, de choc frontal s'est amplifié, et qu'on se doit effectivement de mettre en place un certain nombre de mesures pour minimiser ces risques, en sachant que le risque zéro n'existe pas. Merci Jean Sol, merci beaucoup. Sénateur LR des Pyrénées-Orientales. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, il y a la crise entre le Sénat et l'exécutif après la décision du bureau du Sénat dans l'affaire Benalla. Gérard Larcher assume cette décision. Il défend l'indépendance de l'institution. Nous l'avons suivi lors d'un déplacement à Lille. C'est un reportage de Quentin Calmet et de Jonathan Dupriez. Ce déplacement, ce devait être l'occasion de célébrer le bicamérisme. La première fois que le président du Sénat et de l'Assemblée nationale se rendaient ensemble en région. Mais dans le train qui file vers le nord, Gérard Larcher est seul. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de notre TGV Inouï à destination de l'île Flandre. La veille, Richard Ferrand a décidé d'annuler sa participation au déplacement. Dans un communiqué, il dénonce la décision du bureau du Sénat, vécue comme un acte politicien. Il estime que ce choix empêche, je cite, la tenue de ce débat républicain avec des étudiants, considérant que l'on ne peut simultanément abaisser et promouvoir le Parlement. En coulisses, ce communiqué a provoqué la colère de Gérard Larcher. Mais ce jour-là, pour le président du Sénat, il s'agit de calmer le jeu. Le propre des crispations, c'est d'être en capacité de tenir son cap, c'est comme en marine, vous savez. Donc quand il y a un peu plus de vent, on adapte. Mais je crois qu'on a une mission et les crispations, c'est une chose. Sortir de la crise dans laquelle notre pays nécessite qu'on soit en capacité, dans le respect de nos différences, de nos missions, d'essayer de tracer un moment, un cap ensemble. Gérard Larcher veut donc jouer l'apaisement après les attaques des parlementaires En Marche et de l'exécutif. Face aux étudiants en sciences politiques de Lille, le président évoque la mission de contrôle du Parlement, l'importance de la proximité des élus et même les bienfaits du cumul des mandats. Pendant près de 2 heures, les étudiants évitent soigneusement les questions sur l'affaire Benalla ou sur la décision du bureau du Sénat. Mais interrogé par les journalistes, Gérard Larcher assume la décision prise la veille. Je peux vous assurer que l'approche qui a été celle du bureau n'a pas été une approche politicienne, n'a pas été une approche politique, que nous respectons l'expression des uns et des autres, mais que tout simplement, il fallait respecter l'ordonnance de 58, en tirer les conséquences sereinement, tranquillement. Vous avez touché 3 membres proches d'Emmanuel Macron, c'est une déclaration de guerre? Pas du tout. C'est tout simplement un fonctionnement normal du contrôle. Le Sénat exerce uniquement ses missions constitutionnelles. D'ailleurs, je n'ai pas entendu que nous n'ayons pas respecté la Constitution. Qu'avez-vous à dire à la majorité qui dit que le Sénat fait un spectacle démocratique? Eh bien, je leur souhaite de donner un spectacle du même niveau. Et je le dis sérieusement. Je ne suis pas au spectacle. Je suis dans une responsabilité qui est de présider une des assemblées du Parlement. Et en ces temps de doute sur la démocratie, il faut faire attention aux mots qu'il utilise. Un déplacement face aux étudiants où la tension avec la majorité En Marche était présente dans l'esprit de chacun. Mais pour autant, Gérard Larcher parle déjà de reproduire ce type de rencontre avec cette fois son homologue de l'Assemblée nationale. Voilà, on passe maintenant à l'œil 2 dans un instant, rubrique habituelle que vous connaissez. Vous connaissez également celui qui l'anime régulièrement, Jean-Philippe de Rosier. Merci d'être présent sur ce plateau. Vous êtes constitutionnaliste. Bonjour Jean-Philippe, on va revenir avec vous sur ce qu'on vient de voir, cette crise entre le Sénat et l'exécutif suite à la décision du bureau du Sénat dans l'affaire Benalla. Comment vous qualifiez ce qui se passe? Est-ce que c'est une crise politique importante? On a tout de même le sentiment, le temps passant, que tout le monde a à cœur quand même de calmer le jeu. Notamment, Édouard Philippe sera présent tout à l'heure à la séance de questions d'actualité au Sénat cet après-midi.
Oui, encore heureux que c'est une crise qui ne dure pas. On est dans la réaction politique. La réaction politique est assez classique, même si là, elle est peut-être d'une ampleur et d'une impulsivité assez extraordinaire. Je dirais pas forcément inédite, mais assez extraordinaire. Je trouve surtout que Richard Ferrand a utilisé quelque chose d'extra-politique, d'extra-institutionnel, une rencontre avec des étudiants, et le professeur de droit que je suis évidemment y est sensible, pour marquer un coup politique. Il refuse d'aller à une réunion politique, une conférence politique avec son homologue, ça serait compréhensible, mais priver des étudiants d'un débat avec les plus hauts personnages de l'État, c'est quand même un petit peu dommage. On va essayer avec vous d'aller un peu plus loin, et notamment de se poser la question, est-ce que cette crise met en péril le projet de révision constitutionnelle qui était censé être de retour sur les rails en juillet? Ce projet de révision constitutionnelle ou de révision institutionnelle est mal en point depuis bien longtemps, depuis l'été dernier. Et en réalité, il me semble qu'il porte en lui, dès le départ, dès son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, tous les éléments empêchant sa prospérité. Et pourtant, au Sénat, on travaille sur ce projet. Le groupe de travail sénatorial sur la réforme des institutions a fait des propositions la semaine dernière. De quoi s'agit-il concrètement? Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Alors, Gérard Larcher, et parce que je dis Gérard Larcher parce que c'est lui qui préside ce groupe de travail qui réunit un certain nombre de personnalités sénatoriales, dont Philippe Bas également, président de la commission des lois, a insisté sur un point qui est que oui à la démocratie, plus de démocratie directe, ce que l'on appelle parfois la démocratie participative, mais à la condition de renforcer concomitamment la démocratie représentative et donc les droits du Parlement. La démocratie directe ne doit pas être une concurrente de la démocratie représentative, mais bien sa complémentarité. Donc il doit y avoir un Parlement, une représentation institutionnelle et de façon complémentaire une participation directe des citoyens. C'est un petit peu là le point fort. Et ensuite, ils ont fait un certain nombre de propositions justement pour associer les citoyens directement et au travail du Parlement dans la représentation nationale. Et notamment, on en a déjà parlé, le droit de pétition. Voilà, alors il y a le droit de pétition, il y a un droit de tirage citoyen. Vous savez, le droit de tirage, c'est la possibilité, une fois par session, pour un groupe, même d'opposition et surtout d'opposition et minoritaire, d'obtenir une commission d'enquête ou une mission d'information. Et là, il y aurait un droit de tirage citoyen, c'est-à-dire qu'une fois par session, ce seraient les citoyens qui demanderaient qu'une mission d'information soit constituée. Il y aurait également l'initiative législative citoyenne, qui ne doit pas être confondue ni avec le référendum d'initiative partagée ou citoyenne. Là, ce seraient les citoyens qui proposeraient une loi qui serait ensuite débattue et, le cas échéant, adoptée par le Parlement. Et enfin, des questions, vous connaissez les questions au gouvernement, on en a parlé tout à l'heure, et là, ce seraient les citoyens eux-mêmes qui poseraient des questions aux membres du gouvernement ou aux membres du Parlement également. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci Jean-Philippe de Rosier pour cet éclairage. Merci. Et à bientôt sur ce plateau. On passe maintenant à l'agenda, ce qui se passe au Sénat, Saveria. On vient d'en parler à 14h30 en séance aujourd'hui, la suite de l'examen du projet de loi sur les mobilités avec notamment les sujets qui touchent les 80 km/h, la régulation des trottinettes électriques ou encore le covoiturage. Autre temps fort aujourd'hui important à 15h30, Gérard Larcher reçoit, le président du Sénat reçoit à la présidence le président chinois Xi Jinping qui donc arrive au bout de ses 2 jours de visite officielle en France. Et puis enfin, on vient également d'en parler, 16h45, temps fort aujourd'hui, c'est la séance de questions d'actualité au gouvernement avec le retour d'Édouard Philippe, notamment du Premier ministre, à suivre bien sûr en direct et en intégralité sur notre antenne. Voilà, merci Saveria. On passe aux 1 de la presse quotidienne régionale, la revue de presse qu'on regarde ensemble dans un instant. Voilà, la 1 de la dépêche du midi, une commande record pour Airbus, on en a parlé dans cette émission tout à l'heure. Commande géante de 300 avions pour une facture de 30 milliards de dollars, 290 Airbus A320, 10 A350. Le contrat signé hier est nettement plus important que le préaccord qui avait été signé il y a un an. Une avancée importante, un excellent signal de la force des échanges entre la Chine et la France, a déclaré hier le président Emmanuel Macron. Autre contrat EDF qui va investir 1 milliard d'euros dans 2 projets de parcs éoliens en mer de Chine. Et puis Schneider Electric qui va coopérer avec un constructeur chinois, PCC, pour moderniser leurs usines en Chine, en Arabie Saoudite et à Dubaï. Un contrat de 6 milliards d'euros.
Voilà, à la une des dernières nouvelles d'Alsace, les DNA. Enfin, une bonne nouvelle en France, on fume de moins en moins. C'est un record, le nombre de fumeurs a baissé de 1 600 000 personnes depuis 2016. Tabac plus cher, traitement mieux remboursé, prévention. Chaque mois, vous êtes 100 000 personnes arrêtées de fumer. Reportage en Alsace, où les habitués ont un peu plus de mal à décrocher. Mais pourtant, les jeunes fument de moins en moins. Je rappelle que le tabac est la première cause de mortalité évitable en France. Elle cause 78 000 décès par an. À la une de Sud-Ouest, le grand quotidien de la Nouvelle-Aquitaine, les européennes en ordre de bataille, ça y est. Les partis sont en ordre de marche pour les européennes. Le départ annoncé du gouvernement de Nathalie Loiseau pour mener la liste de La République En Marche donne un coup d'accélérateur à la campagne. Campagne dont les principaux protagonistes sont désormais connus. La ministre des Affaires européennes va prendre la tête de liste du parti présidentiel pour le scrutin du 26 mai. Deuxième sur cette liste, l'écologiste Pascal Canfin, qui est ancien ministre délégué au développement au sein du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Côté sondage, eh bien, La République En Marche fait la course en tête des intentions de vote suivies de près par le Rassemblement national de Marine Le Pen. Et puis à la une de la Nouvelle République des Pyrénées, un anniversaire, il y a 30 ans, que le Messi Maradona était à Lourdes. Le 26 mars 1989, Diego Maradona a effectué un pèlerinage à Lourdes. Une visite qui a marqué le footballeur argentin fervent croyant. Le dieu du ballon rond est venu se recueillir pour honorer une promesse faite à son épouse 2 ans auparavant. Remercier la Vierge de la naissance de leur fille. C'était un honneur et surtout un bonheur, se souvient le maire de Lourdes, l'ancien maire de Lourdes, Philippe Douste-Blazy, qui était venu en personne accueillir Diego Maradona, sa femme Claudia et leur fille Dalma Lourdes. Donc, avec la photo de Philippe Douste-Blazy, très jeune, hein, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Voilà, merci Saveria pour cette partie parlementaire de cette édition. On vous retrouve demain. Nous, on reste ensemble. On regarde ensemble d'ailleurs la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, mais également dans les territoires français des Outre-mer. Et puis ensuite, on regarde ensemble toujours le Zap matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé hier soir dans les journaux télévisés, dans les émissions politiques, mais également ce matin chez nos confrères dans les autres matinales d'infos. Et on se retrouve après. À tout de suite. Très bonne journée. À demain. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Le président a réagi dans le journal local. Je pense que quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. Je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. En l'occurrence, il faut qu'elle assume une partie des risques qu'elle a pris, puisque la manifestation est interdite, il y a eu 3 sommations, et elle est restée là, voilà, donc elle a pris ses risques, et le président de la République ne fait que dire des choses factuelles de bon sens. Dans ces moments où un président de la République devrait plutôt réconforter l'une de ses compatriotes qui s'est retrouvée dans cette situation, devrait plutôt l'épauler, devrait plutôt lui apporter son soutien, eh bien non. Il vient encore faire la leçon, il vient encore nous dire ce qui devrait être, il vient encore nous dire que lorsqu'on est une personne âgée, on n'a pas le droit de manifester. Mais enfin, quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital et quand on est chef de l'État, on ne va pas l'enfoncer un peu plus. Je crois qu'il faut vraiment que le président de la République apprenne à prendre de la hauteur parce qu'aujourd'hui, nous en sommes à plus de 4 mois de chaos dans notre pays et je crois que c'est à cela qu'il devrait s'atteler plutôt qu'à donner des leçons de morale. Moi, ce qui m'a frappé ce week-end, c'est qu'on a bien vu
que les gilets jaunes et les black blocs, c'est-à-dire les gilets jaunes et les cagoules noires, étaient quand même deux catégories qui n'avaient rien à voir. Le gouvernement n'a cessé depuis des semaines et des semaines à essayer d'entretenir une forme de confusion. Moi, je regrette les mots du président de la République. C'est pas possible qu'en permanence, il ajoute toujours cette petite phrase pour faire mal, pour mépriser ou pour machin. Il n'aurait pas dû dire ça. Voilà. Il y a un accident. On verra ce qu'a été la réalité de cette blessure. Quand quelqu'un vient avec un drapeau pacifique pour dire bah non, moi j'accepte pas, j'ai envie quand même de dire que j'ai envie de manifester, ça ne peut pas se transformer en charge violente avec quelqu'un qui est blessé gravement. Et c'est pas les policiers en premier lieu que je condamne, c'est ceux qui inscrivent ce contexte, qui nourrissent ce contexte, donc notamment M. Castaner. Jean-Luc Mélenchon aussi a réagi. Attendez, c'est pas fini. Regardez ce qu'il a tweeté. Monsieur Macron, notre Geneviève de Nice n'a pas besoin de vos leçons de sagesse. Vous auriez beaucoup à apprendre d'elle. Elle milite pour le bien des autres et vous la frappez au nom de quoi? Moi, ce que j'entends surtout, ce sont des dirigeants de l'opposition, des responsables politiques, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui veulent prendre n'importe quelle petite phrase pour en faire une polémique. Voilà, merci de votre fidélité. Demain, on retrouvera sur ce plateau de Territoire d'Info Christian Jacob, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, qui sera notre invité politique. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Au revoir.